Mesdames, Messieurs, merci de venir. On vous invite de participer à un moment sur la biomasse dans le cadre des événements Afterworks en énergie. L'énergie est un axe principal de recherche de l'HECSO Valais. Et j'ai choisi là un montgolfier rempli de biomasse forme gazeuse pour s'envoler ce soir et pour regarder un peu qu'est-ce qui se passe dans la biomasse, peut-être en Romandie et dans la réalité. Donc, si on parle de la biomasse, il faut peut-être aussi parler sur la problématique food for fuel ou fuel for food. Donc, la biomasse, comme source d'énergie, il y a un quart de la population mondiale qui a faim. Donc, est-ce que c'est raisonnable? Oui, la réponse est peut-être non. Mais, le mais, c'est peut-être aussi ce qu'on veut expliquer ce soir. Il y a un mais. Donc, la biomasse qu'on utilise, par exemple, du bois, on peut l'utiliser pour la combustion directe, pour la thermoélectricité, pour la pyrolyse. Une autre forme de biomasse, ce sont des déchets qui peuvent être gasifiés, qui sont combustibles, où on peut former des biocarburants. Les déchets de culture, c'est peut-être un certain type de problématique, food for fuel, fuel for food. Donc, ici, il s'agit des déchets qu'on veut transformer en énergie, et pas les plantes. Mais naturellement, il y a plein de plantes qui sont des bons producteurs, des vecteurs d'énergie. Et les algues sont produites normalement en dehors des cultivations traditionnelles, donc on peut les cultiver sur le toit ou dans les façades ou ailleurs. Donc, est-ce que la biomasse a un futur? On peut aussi se poser cette question. Elle est où le potentiel en Suisse? Éventuellement, on peut dire que le potentiel en Suisse, on peut quadrupler la quantité de bioénergie à partir de biomasse en Suisse, et après, c'est fini. Alors, est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on peut fonctionner différemment? Donc, il existe aujourd'hui une recherche sur les biopiles électriques où on combine les déchets, l'énergie renouvelable électrique en biocarburant et on réutilise le CO2 ou le CO2 de l'air. Donc dans cette technologie-là future, on utilise la biomasse, pas nécessairement comme carburant, mais comme catalyseur qui produit beaucoup plus d'énergie qu'on peut s'imaginer aujourd'hui. Voilà, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci Fabienne pour l'introduction. Alors je peux rassurer tout de suite par rapport au grand débat sur le food or fuel. Ça sera food and fuel. À savoir, le sujet de la présentation traitera principalement de la méthanisation de déchets alimentaires. Ce qui reste après qu'on ait apprécié notre repas. Fabienne mentionnait mes études à l'EPFL, alors j'étais très heureux de découvrir l'affiche de ce soir, parce que juste après moi, c'est le Dr Schwitzgebel qui viendra sur la scène. Et puis Jean-Paul, je le croisais il y a 30 ans dans les couloirs de l'EPFL, au 3e étage du bâtiment de chimie, et puis je me demandais ce qu'il pouvait bien trafiquer dans ces laboratoires qui sentaient parfois étrangement mauvais, ou pas si mauvais que ça. Enfin, il se passait plein de choses dans ces bioréacteurs-là qui n'avaient rien à voir avec ce qui se faisait chez M. von Stocker, qui faisait aussi de la biotechnologie. Je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui peut bien se passer dans ces réacteurs? Maintenant, je sais un petit peu plus, et puis je vais vous raconter aussi un petit peu les premiers pas de mon laboratoire dans la biotechnologie environnementale, notamment sur la thématique de la méthanisation. On va parler du projet européen Orion qui vient de se conclure ces derniers jours, et puis qui traite effectivement de la méthanisation de déchets alimentaires. Le biogaz, c'est pas quelque chose de nouveau, de loin s'en faut. Vous voyez ici M. Dalton qui récoltait le gaz issu de la décomposition de la matière organique dans les marais. Donc il allait touiller un petit peu la base et puis il y a des bulles qui remontaient à la surface, et ce gaz, c'est principalement du méthane, du CO2, donc du biogaz. Et puis le pendant
l'installation qu'on avait dans nos laboratoires jusqu'à ces dernières semaines. Ok, on va passer à travers les quelques éléments suivants. Donc le biogaz, qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste. Là, j'ai essayé de cadrer la présentation, de ne pas être trop trivial, de ne pas être trop pointu non plus. Quelques éléments clés liés à la production de biogaz, à la caractérisation de ces systèmes, le projet Orient, et puis quelques conclusions ou remarques au final. Voilà, les chiffres, c'est bien joli, les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Vous voyez deux courbes ici, la courbe bleue qui est ici à gauche nous montre la capacité des installations, la capacité totale installée dans différents pays européens, capacité totale de traitement des déchets pour la production de biogaz. On voit tout en haut à gauche ici l'Allemagne, suivie par l'Espagne et la France, et puis notre petite Suisse qui est tout en bas de la courbe. La courbe rouge, c'est la capacité moyenne des installations. Donc, les installations produisant du biogaz, on voit que les plus grosses, les installations de plus grande capacité sont celles qui sont en France, en Espagne, dans les Pays-Bas. L'Allemagne étant apparemment équipée de plus d'installations, mais de plus petites capacités. Et puis, si on montre les mêmes chiffres, plus ou moins, mais d'une autre façon, si on regarde ça par habitant, en fait, ce qui est plus logique, la Suisse c'est pas très grand comme pays, on s'aperçoit que les développements dans le domaine du biogaz ne sont pas si retardés chez nous. Donc en termes de capacité installée de traitement de déchets pour la production de biogaz, en Suisse on est quand même dans le peloton de tête. Le 100% du potentiel, donc il y a une correspondance directe entre cette échelle-là et cette échelle-là, le 100% du potentiel c'est à peu près 300 kg de déchets organiques par habitant et par an. Donc c'est à peu près la moitié de ce qu'on produit en Suisse, 700 kg par habitant, dont la moitié à peu près sont des déchets organiques, donc potentiellement méthanisables. On va parler de digestion anaérobie. Si on parle de production de biogaz, c'est typiquement de la digestion anaérobie, de la méthanisation. Je vais l'abréger DA par la suite, parce que je n'ai pas beaucoup de place pour mes titres. Donc, cette digestion anaérobie, elle peut se faire dans différentes conditions, sous différentes configurations. Je vais essayer de résumer très fortement ici. On peut travailler en mode mésophile, donc à 37 degrés, ou en thermophile. Les deux approches ont leurs avantages et leurs inconvénients. Il y a des méthanisations qui se font par voie sèche ou par voie humide, en suspension liquide ou alors avec une teneur en matière sèche beaucoup plus importante. Ça peut se faire en une ou deux étapes. Ça peut se faire à grande ou à petite échelle, et puis ça se fait surtout partout dans le monde et depuis très longtemps. Vous voyez ici une utilisation domestique en Inde, vraiment un méthaniseur très basique, avec deux conteneurs renversés l'un sur l'autre, une cloche ici, et puis le tuyau ici qui part directement vers la cuisine pour du biogaz qu'on utilisera pour tous les jours, pour préparer le repas. Et puis en mettant des plus ou moins grosses pierres sur le couvercle ici, on génère plus ou moins de pression pour alimenter le brûleur de la cuisine. Là, c'est une carte suisse des installations de biogaz qui réinjectent leur production dans le réseau. On voit toute une constellation sur le territoire suisse. Je voulais en mentionner une en particulier, elle se trouve ici. C'est une des plus récentes qui s'est ouverte il y a juste une année à Vétron. Technologie Compogaz, donc c'est plutôt voie sèche, avec une très haute teneur en matière sèche. Et puis qui a été inauguré il y a juste une année. C'est un petit peu le chantier de construction en janvier 2014, et puis au mois de septembre, l'ouverture officielle. Ok, on va faire un petit peu le tour d'un procédé de méthanisation. Les différents éléments qui composent une telle installation. Au cœur de tout ça, évidemment, il y a le méthaniseur. Donc c'est, dans notre cas ici, une cuve qu'on agite, de façon à homogénéiser la suspension. D'accord ? Qu'est-ce qu'on va mettre dans cette cuve? D'abord, il nous faut mettre des bactéries, la flore bactérienne qui va être responsable de la dégradation. D'accord ? Donc, on appelle ça un inoculum. Ici, on va choisir un petit peu qu'est-ce qu'on veut mettre dedans. Qu'est-ce qu'on va leur donner à manger à ces bactéries? On l'a dit auparavant, c'est des déchets organiques, comme méthanisables. Ces
ces déchets, on va les caractériser. Suivant la qualité de ces déchets, suivant la nature de ces déchets, on pourra obtenir des rendements plus ou moins importants ou une qualité de biogaz plus ou moins bonne. Un paramètre important parmi d'autres, c'est le rapport C sur M, carbone sur azote, pour ces différents déchets. Et il est important d'être dans une fenêtre adéquate, on va dire, pour la méthanisation. Donc ces déchets vont être introduits dans le digesteur, dégradés par la flore bactérienne qui se trouve là-dedans. Les deux produits de la digestion anaérobie sont le biogaz, qui nous intéresse particulièrement ce soir, mais également un digestat qui est un liquide qu'on peut également valoriser. Alors, je dois dire à ce stade-là, la thématique d'aujourd'hui c'est l'énergie, on est bien d'accord, mais la vocation première de la digestion anaérobie, c'est quand même la réduction de la charge polluante, de la demande chimique en oxygène ou des solides volatiles. Ça c'est le premier but en général de la digestion anaérobie. La cerise sous le gâteau, et pas des moindres, c'est le biogaz qu'on produit ici et qui est une forme d'énergie renouvelable. Biogaz qui est un mélange de méthane et de CO2 avec des traces d'hydrogène sulfuré, sulfure d'hydrogène, hydrogène et quelques autres traces. Cette digestion anaérobie se fait en une cascade d'étapes à partir des déchets qu'on va introduire dans le méthaniseur. C'est typiquement des déchets alimentaires, c'est des lipides, des graisses, des protéines, c'est des hydrates de carbone, des sucres, des polysaccharides. Et ces molécules vont être dégradées premièrement dans une étape d'hydrolyse. Et on va les réduire en leurs constituants les plus simples. Donc les sucres simples, les acides aminés pour les protéines et puis les acides gras pour les graisses. C'est ensuite une cascade d'étapes qui se suivent, acidogenèse, où ces monomères vont être décomposés ou transformés en acide gras volatile, acide organique, acétique, butyrique, etc. Ensuite l'étape d'acétogenèse, où on aura formation soit d'hydrogène et de CO2, soit d'acétate. Et puis l'étape de méthanogenèse qui finalement va nous donner ce mélange de méthane et CO2 qui est le biogaz. Une cascade d'étapes qui sont réalisées par différentes populations de bactéries, chacune dépendant de celle qui précède, enfin des produits générés par l'étape précédente. Donc on le voit, c'est un équilibre relativement subtil qui doit s'établir et c'est une des difficultés parfois à maintenir un fonctionnement stable pour les méthaniseurs. C'est d'arriver à contenter un peu tout le monde. Alors on sait dans la vie réelle comment c'est difficile, d'accord, et ici ça l'est particulièrement dans certains cas de figure. C'est la seule équation chimique que vous verrez ce soir, je vous rassure tout de suite, pour ceux qui ne sont pas trop férus de chimie, justement. Suivant la composition de ces déchets, de ces substrats, il existe, enfin on peut estimer les quantités de biogaz qu'on va produire et surtout la qualité de ce biogaz. La qualité du biogaz, ça veut dire combien de CO2 il y aura par rapport au méthane. Ce qui nous intéresse en premier lieu, du point de vue énergétique, c'est le méthane. Le CO2 n'est pas combustible, il ne contribue pas, de ce point de vue-là, à la production d'énergie. Donc, suivant la composition élémentaire de votre déchet, en carbone, hydrogène, oxygène, azote et soufre, on équilibre un petit peu cette réaction chimique, on y implique de l'eau, et puis on peut calculer, suivant les coefficients ici, du carbone, et d'hydrogène et d'oxygène, on arrive à prédire un petit peu les quantités relatives de méthane et de CO2. Alors si on prend des exemples simples, si vous prenez du sucre, du glucose, tout bêtement, vous trouvez les mêmes quantités de méthane et de CO2. Donc votre biogaz contiendra 50% de méthane, 50% de CO2. Les graisses sont intéressantes, les graisses. On produit nettement plus de méthane par rapport au CO2. Les protéines, les acides aminés composant ces protéines contiennent d'azote, un peu de soufre aussi. Donc là, on retrouvera des quantités parfois pas négligeables d'ammoniac, d'ammonium dans le milieu et de sulfure d'hydrogène, qui est un poison, aussi bien pour nous que pour certaines bactéries. Plutôt que de faire des calculs théoriques, on peut aussi mesurer le potentiel de biométhane, le potentiel de biogaz de ces substrats. Alors, le potentiel de biogaz, vous mettez un petit fermenteur en route ici, une flore bactérienne, vous y ajoutez un petit échantillon de votre substrat,
D'accord? Puis vous mesurez combien de liquide vous déplacez, combien de biogaz vous produisez. Combien de biogaz, dans combien se mélangent méthane et CO2. On peut aussi mesurer le potentiel de biométhane en complexifiant un tout petit peu l'installation. D'accord? On va ajouter un flacon qui va éliminer le CO2. Et c'est un flacon de lavage, et simplement de la soupe caustique. Donc là, vous allez simplement absorber le CO2 dans ce flacon et vous ne mesurez plus que le biométhane. Ça, c'est aussi des mesures préliminaires qu'on peut faire, qui montrent la nécessité de caractériser les substrats, de caractériser les intrants de ces bioréacteurs. Ici, quelques exemples de différents substrats, d'accord, des déchets de céréales, du silo, des fumiers, des lisiers, etc., etc. On vous donne ici la teneur en méthane, dans le bloc gauche, teneur en méthane, et puis les rendements en biogaz, en mètres cubes de biogaz qu'on peut espérer obtenir par tonne de matière. Donc là, on trouve abondamment dans la littérature ce genre d'informations qui aiguille un petit peu. Vous voyez que le lisier de porc, c'est un substrat de méthanisation, mais les bonnes teneurs en méthane, par contre, les rendements en termes de volume ne sont pas extraordinaires. Le projet Orient, c'était un projet européen du 7e programme 4 qui réunissait une vingtaine de partenaires académiques, partenaires industriels, des associations d'industrie agroalimentaire, de cités vertes, associations de différents types, et puis des industries actives dans le domaine agroalimentaire, notamment dans les fruits de mer et autres. Le but de ce projet européen était de concevoir des digesteurs à la taille des petites et moyennes entreprises. Donc pas les gros digesteurs tels que ceux qu'on a à Bétron, ou à Ligny, ou que sais-je, ou ceux qu'on va présenter une seconde plus tard. Bon, on ne va pas parler que de contre-gaz, c'est ça. D'accord. Pas le petit digesteur domestique qui est dans l'arrière-cour, hein, mais des digesteurs adaptés à des restaurants d'entreprise, à des hôpitaux, ou à des structures de ce type-là. Hein. Donc ça impliquait le développement de la biologie, de capteurs aussi pour le suivi en ligne de ces digestions. Donc pas mal d'automatisation évidemment, la construction, la cuverie, les maisons neuves qui s'occupaient de ça. Donc voilà, un projet intégré, disons, pour le développement de méthaniseurs adaptés à la taille de ces entreprises. Plus spécifiquement, notre rôle était de caractériser différents substrats, de tester leur adéquation, on va dire, au procédé de méthanisation. Donc il nous fallait une installation, on a travaillé à l'échelle de 20 litres, donc des réacteurs en verre, très très basiques, hein, mais qui permettaient d'abord de travailler en anaérobie, d'accord, et puis ensuite de mesurer assez facilement le pH, la température, le débit de biogaz. Les substrats qu'on a testés, différents substrats, l'inoculum, on est allé le chercher dans une installation existante de biogaz pour le démarrage en fait. Et puis, surtout, très important, le support analytique. C'est une occasion de plus de rappeler la chance qu'on a au bâtiment F, là-bas au-dessus de la route. On n'a pas seulement les bioréacteurs, la biotechnologie et tout ça, on a aussi un département de chimie analytique qui nous a énormément aidé à mettre en place tous les protocoles analytiques. C'était très nouveau pour nous ce projet, et cette entrée un petit peu dans le domaine du biogaz. Et là, on a dû mettre beaucoup de choses en place en termes de suivi analytique, et là, on a vraiment un gros coup de main de nos collègues de la chimie. Voilà. De façon plus générale, toute une palette de substrats possibles, hein, les déchets alimentaires, les déchets carnés. On a travaillé avec des déchets de saumon, hein, des tripes de saumon, hein, des partenaires irlandais, c'est un élevage de saumon. Tout le monde a des épluchures de fruits et légumes, des huiles de friture, des lisiers de porc, de l'herbe, des branches, des tourteaux de pressage, d'huile, beaucoup de substrats potentiels qu'on méthanise un peu aux 4 coins du globe. Je passe très rapidement sur quelques exemples en cours de suivi. Évidemment, le pH est un paramètre très important. Hein, donc là, sur un peu moins de 6 mois, on avait un digesteur de 20 litres, on a suivi le pH. On tourne autour de 8, c'est relativement élevé pour la méthanisation, mais l'inoculum était déjà relativement élevé en termes de pH et on est resté dans cette zone-là. On a mesuré ici le volume de biogaz libéré par notre réacteur, les petits triangles verts.
on voit que ce volume est très très fortement corrélé à ce qu'on appelle la charge organique, c'est-à-dire la quantité de substrat qu'on a rajouté dans le réacteur. Donc, vous voyez, quand les croix rouges montent, le volume de biogaz il augmente de façon correspondante. La qualité du biogaz, 65%, à peu près en moyenne, hein, c'est tout à fait acceptable et ça permet une bonne combustion. Surtout en dessous de 45%, ça devient un peu difficile de travailler efficacement. Là, on a quelques petits problèmes au niveau de l'accumulation d'acide carbonatyle, au niveau de la stabilité du système. Donc là, voilà, quand le réacteur dérape un petit peu, la première solution, c'est de le mettre à la diète. On lui donne plus rien à manger, et puis on regarde s'il récupère un petit peu. Des fois oui, des fois non. Mais c'est un petit peu le but de cette phase, de pousser un peu dans ces retranchements, donc de pousser le plus possible la charge organique et de voir si le réacteur tenait. Le suivi des acides gras, acide acétique, acide propionique, là on est vraiment élevé. 5 grammes, 5 à 6 grammes par litre d'acide gras volatile totaux, c'est quand même un peu beaucoup pour ce genre de système. Le propionate était relativement faible, raisonnable on va dire, par contre l'acide acétique était quand même trop élevé dans cette série d'essais-là. Alors on va reprendre un petit peu le pouls du méthaniseur. D'accord, ça ressemble à un électrocardiogramme, c'est presque ça. Notre réacteur, on le nourrissait une fois par jour. Donc une fois par jour, on prélevait 1 litre de digestat, et puis on chargeait avec 1 litre de substrat. Vous voyez, le système est une réponse très très rapide. Quelques minutes après avoir ajouté le substrat, hop, on avait un pic pour le début du biogaz assez impressionnant. On passait par un maximum et la production redescendait. On n'était pas à zéro, on restait quand même dans des valeurs raisonnables. Et le jour d'après, hop, c'était reparti. Et on a cette régularité. En tout cas, quand le réacteur est stable, ça c'est allure. Aussi bien avec les restes de cuisine qu'avec les tripes de saumon. Plus difficile à maîtriser quand même les tripes de saumon. Voilà, le volume de biogaz produit sur une période, à peu près 65 litres de biogaz généré par jour pour un réacteur avec un volume de travail de 18 litres. Voilà. À partir de là, on peut faire plein de calculs sur les rendements, combien de litres de méthane on peut obtenir par kilo de matière sèche volatile. La caractérisation de ces systèmes passe par la mesure de un peu tous ces paramètres. On peut faire des bilans de matière aussi, bilans de carbone, d'accord. Donc, par rapport au substrat entrant, on a introduit là, sous cette période-là 160 moles de carbone, on a ressorti 126 par le biogaz, et puis le digestat, on contenait une vingtaine. Voilà, je vais juste finir avec ce dernier élément, c'est un petit peu, c'est comme toujours, c'est à la fin du projet qu'on commence à s'amuser, qu'on maîtrise bien le truc, puis qu'on trouve des choses intéressantes. Alors, un des problèmes de ces digesteurs, d'accord, surtout ceux qui travaillent en continu, donc tous les jours on prélève ici et on en met là. Si on impose un débit qui est trop élevé, d'accord, le problème c'est que les méthanogènes, donc les bactéries qui sont tout en bas de la cascade, ont beaucoup de peine à se régénérer. Elles ont un taux de croissance qui est beaucoup plus lent. Et malheureusement, si on pousse un peu trop le débit, on lessive, en fait, on appauvrit notre réacteur et il s'arrête en fait. Alors, une façon possible de maintenir cette activité, ça serait d'immobiliser les bactéries sur un support solide. C'est ce qu'on a testé dans la dernière phase du projet. On avait une cellule de la recirculation qui comportait différents éléments de surface et puis on a essayé de voir si un biofilm se déposait, un biofilm méthanogène se déposait sur ces surfaces. Et on a testé différents supports et puis on pourra les faire circuler dans la salle à partir de maintenant. Il y a 2 supports qui sont traditionnellement utilisés pour ce genre d'immobilisation de biomasse. Et puis un support un peu exotique, je vais peut-être juste demander de faire passer. Oui, je finis. C'est les derniers. Voilà. Et le support un peu exotique, c'est ce qu'on appelle du verre cellulaire. C'est comme une pierre ponce, mais c'est fait industriellement. Pour la construction, on fait des chapes avec ça, on fait de l'isolation thermique, on fait de l'isolation phonique. Et c'est du verre recyclé qui est concassé en poudre, et puis qu'on chauffe avec du bicarbonate, et puis ça fait comme une mousse de verre. Et les alvéoles que vous verrez sur ce matériau favorisent en fait la colonisation et le dépôt de biofilm
sur ce matériau. Et c'était de Détroit, là, c'était celui qui a montré les meilleurs résultats en termes de colonisation. C'était très préliminaire, il faudra encore répéter des essais et puis pousser l'investigation un peu plus loin. Mais disons que le résultat était assez encourageant pour un matériau qui coûte 3 fois rien du tout et qui est surtout utilisé pour la construction. Voilà, je crois que je suis à la fin du temps qui m'était imparti et puis je voulais vous remercier pour votre attention. Je vous remercie d'être venu surtout. Merci Simon pour ta présentation. On a du temps pour 2 petites questions. Ouais. On a vu que c'était liquide ce qui sortait, mais quand vous mettez dedans des déchets, genre des pommes ou je ne sais pas quoi, en fait, elles sont transformées en liquide lors de la digestion? Alors elles pourraient l'être, mais ça prenait beaucoup de temps. On faisait du broyage en fait. Donc les déchets tels qu'on les voit ici, on passait par une étape de broyage, de façon à avoir une espèce de pâte ou purée qui était plus facilement transférable dans le réacteur. Mais disons qu'on dégrade une très grande partie de la matière solide, donc c'est des pelures ou des choses comme ça, quoi. Si on met du bois, par contre, la cellulose n'est pas dégradée. Hein, donc des branches ou des choses comme ça, c'est quand même perdu de ce genre. Ça pourrait par contre servir de support d'immobilisation, mais par contre... Ça bouge à la fin. Ouais. Mais par contre, entre la viscosité du substrat qu'on introduit et puis ce qui sort, il y a une liquéfaction qui est très très efficace. Avant, la deuxième question, c'est le matériau que vous avez utilisé pour ça, c'est juste plastique. Lequel? Les cellules, les verres cellulaires. Non, alors c'est du verre, c'est la pierre ponce là, qui est là-dedans. Ok, ça C'est du plastique, oui, oui. Okay. Ouais. Et puis le rendement, il était de combien en utilisant ce genre de... Alors, malheureusement, la colonisation n'était pas si importante que ça hein, sur les différents échantillons. On a pu que se contenter d'observer s'il y avait dépôt d'un biofilm ou pas. On n'a pas remarqué d'amélioration sensible de la performance. Mais là, c'était vraiment très préliminaire. On a mis quelques poignées de ces matériaux dans le digesteur pour voir s'ils étaient effectivement ou pas colonisés. Ça serait l'étape suivante, effectivement, de voir si on arrive à améliorer la performance du réacteur en immobilisant ces cellules, de façon à améliorer la stabilité et puis éventuellement augmenter l'activité des bactéries. Ouais. Le sens, c'est d'évaluer et comparer la quantité d'énergie qui est nécessaire à préparer justement les déchets et la quantité d'énergie qu'on pouvait retirer du méthane qui était... Alors ça, c'est d'autres partenaires du projet qui l'ont fait. Là, on a triché de façon orientée, d'accord. Le réacteur en verre, j'ai montré, il a un moteur chauffant qui est électrique, d'accord. Donc certainement qu'on n'est pas en positif du côté bilan énergétique. Mais l'idée, effectivement, c'est d'avoir un système au moins autonome, d'accord, en tout cas pour le chauffage de l'enceinte. Et puis d'avoir un surplus d'énergie pour soit la cuisson, soit chauffer le bâtiment, ou des choses comme ça, quoi. Ça faisait partie de l'évaluation et c'est effectivement une condition sine qua non à remplir si on va avoir quelque chose de viable de ce point de vue-là. Mais du point de vue des rendements de production de biogaz et de la qualité du biogaz, on n'a pas trop de doute que ça fonctionne. D'autres l'ont prouvé avant nous et largement. Mais la question est pertinente.